Salut mes petites tanches. Ah bah merci Chris, toujours un plaisir de se faire insulter. Non, mais calme-toi. Moi je te parlais juste du poisson d'eau douce, hein. Pas d'une personne un peu concon qui aurait besoin de retourner à l'école. D'ailleurs, est-ce que vous avez des bons souvenirs de l'école? Alors c'est pas compliqué, moi je détestais ça. Ouais, je peux comprendre, hein. Parce qu'en même temps, les cours chiants, les profs relous et les petits cons qu'on croise parfois, bah c'est pas toujours la grosse éclate, hein, oui. Et pourtant, je te garantis qu'il y a vraiment pire au vu des 3 écoles dont on va parler aujourd'hui. Ici, oubliez les récrés où vous échangez les cartes Pokémon, les frites et les petits Suisses à la cantine, ou même votre prof préféré qui vous parlait des plans cul de Louis XIV. Parce que dans cette école, il est surtout question d'enseignants amateurs de coups de fouet et de salles de torture à côté des chiottes. Bref, 2 salles, 2 ambiances quoi. Et avant de commencer, je tiens à signaler que certains détails que je vais évoquer peuvent être bien glauques, voire même complètement inhumains. Hein. Et qu'on est sur des pratiques qu'on ne cautionne, bien sûr, absolument pas. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans ce qui se fait de plus violent en matière d'éducation. Du plus soft au plus cauchemardesque, en glissant progressivement dans l'horreur. Des pires écoles du monde. J'imagine que quand je vous dis école, vous pensez surtout au tableau noir avec la craie qui grince, le cartable qui pèse 800 kg, le goûter dans la cour de récré, bref, un truc qui évoque l'enfance. Et bien là, pour cette première école, on va surtout s'intéresser à une école pour les grands enfants et qui gagne déjà beaucoup de moulas, comme des cadres sup, des ingénieurs, des médecins. Et on leur apprend quoi dans cette école? Eh bien ici, on leur apprend à devenir un meilleur salarié. Pour ça, rendez-vous au Hell Camps, qui est un charmant petit camp idéalement situé au pied du mont Fuji au Japon. Et si vous n'êtes pas bilingue, sachez que le Hell Camps, ça se traduit par camp de l'enfer. Hein. En tout cas, l'objectif y est plutôt simple. On prend les employés jugés trop gentils et on leur fait un gros lavage de cerveau pour qu'ils deviennent de bons petits soldats. Parce que pour être un bon manager, il faut savoir crier plus fort que les autres, être plus hargneux et directif. Et surtout, ne pas se priver d'écraser les autres. Bref, être un bon gros connard quoi. Et du coup, comment on dresse les mauvais employés? En les inscrivant dans un stage intensif d'une 15aine de jours qui ressemble davantage d'ailleurs à un commando militaire qu'à une conférence avec des petits fours. I've just dislocated my tongue. Tous les matins, les élèves sont levés à 5h30, histoire de lever les drapeaux et de chanter tous ensemble les louanges de l'école. Et après ça, ils suivent tout un tas de cours où ils doivent apprendre à s'incliner devant les gens, genre leur patron, mais aussi des cours pour bien parler en société, bien écrire, se tenir droit, ne pas dire de conneries au téléphone. Ah, et ils font du coup tout ça en gueulant, parce que c'est bien connu qu'on apprend beaucoup mieux les choses quand on a la voix cassée. Hein. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont aussi des épreuves physiques, genre une rando de 40 km où ils doivent braver le froid et la pluie toujours en hurlant. Et il y a aussi un cours pour vaincre la timidité et la gêne en chantant très fort dans une rue bondée. Toujours ce principe de crier, quoi, j'ai l'impression. Bon, en gros, on les force à dépasser leurs limites pour qu'ils fassent ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ça part plutôt d'un bon sentiment en vrai, non? Pas vraiment en fait, d'autant plus que ces stages sont rarement sur la base du volontariat, vu que t'es gentiment inscrit par ton patron, qui ne t'estimait peut-être pas assez hargneux, quoi. Tu verras là-bas, tu vas perdre la notion du temps. Merci patron. Évidemment, surtout au Japon, on ne refuse rien à son patron. D'ailleurs, Mathilde, en parlant de ça, j'ai mes godasses qui sont dégueulasses là. Si tu pouvais passer un petit coup de polish. Oui. Dépêche-toi. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Bon, du coup, surtout, la formation se base sur l'infantilisation et l'humiliation, avec le système des rubans de la honte. Au début du stage, tous les participants accrochent 14 rubans à leur uniforme, dans l'idée de les retirer rapidement en réussissant une épreuve. Le truc, c'est que si à la fin du stage, t'as pas retiré tous tes rubans, tu n'as pas ton diplôme, quoi. Et on ne peut pas vraiment dire que ceux qui échouent soient bien accueillis à leur retour. En gros, tes collègues te méprisent et ta direction te fout la misère. Ça, c'est évidemment si t'as la chance de pas te faire virer. Mais attends, ça leur vient d'où cette idée? Ça, c'est surtout lié aux mœurs et à l'histoire du pays. Dans les années 80, l'économie japonaise explose, au point d'être enviée par les nations voisines, qui voient d'un très mauvais œil sa montée en puissance. Mais à la fin des années 90, le Japon subit une forte crise financière, obligeant de nombreuses entreprises à fermer leurs portes. Pour compenser ces pertes, le Japon s'emploie à créer des centres de formation militaire, pour redonner un nouveau souffle à ses employés fatigués par la crise. Et il faut savoir que l'esprit de compétition est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la société japonaise. Aussi
aussi bien dans la recherche de taf qu'à l'école. Dès leur plus jeune âge, les petits japonais doivent tout faire pour décrocher les meilleures notes, quitte à fréquenter des joku, donc c'est-à-dire des écoles privées pour du soutien scolaire. Pour vous donner une idée, en 2008, 40% des écoliers et 77% des lycéens avaient déjà fréquenté une joku, au moins une fois dans leur vie. C'est quand même gigantesque, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, du coup, ça engendre pas mal de stress, ce qui explique aussi que le Japon connaisse beaucoup de cas de suicide à cause des pressions subies dès l'enfance, mais aussi dans le monde professionnel. C'est quand même con parce qu'il y a des méthodes quand même bien plus simples pour détendre les salariés. Pas vrai, Mathilde? Oui. Merci, patron. Et encore aujourd'hui, les health camps coulent des jours heureux, avec toujours plus d'offres adaptées au marché actuel. Et si certains employés ont pu être traumatisés par leur expérience dans ces formations, eh bien ce n'est que le début de la descente aux enfers. Number 2. Cette fois-ci, on retourne sur les bancs de l'école primaire, dans un des pays les plus fermés et secrets du monde, c'est-à-dire la Corée du Nord. Et quelque part au nord du pays, on trouve 6 camps de concentration, dont celui de Yodok, qui va particulièrement nous intéresser. Bon, je vais pas vous faire de dessin, j'imagine que vous connaissez le principe des camps de concentration, mais ça arrive que dans certains pays, quand t'es pas d'accord avec le régime au pouvoir, tu te fais enfermer à cause de tes opinions divergentes, quoi. Par exemple, le président a dit quelque chose, ça te plaît pas, tu te plains, voilà, camp de concentration. Sauf que en Corée du Nord, on s'est dit que ce serait sympa d'offrir une éducation politique à des gamins considérés comme des ennemis de la nation. D'où la création d'une école. Et si on en sait un peu plus aujourd'hui, c'est grâce au témoignage de l'ancien détenu Kang Chol-Aiwan. Pour les enfants, la journée commence aux aurores, avec des chants à la gloire du chef suprême et une longue séance de ménage de toute l'école. Vers 7h du matin, les enfants commencent enfin les leçons avec les cours de coréen, de mathématiques, de biologie, mais aussi le cours préféré de tous les enseignants, le cours de politique de parti. En gros, c'est là où on te raconte à quel point c'est merveilleux d'être un Nord-Coréen et d'avoir un tyran comme grand chef. Ouais, bon, ok, c'est pas l'endroit le plus fun pour s'épanouir en tant que gamin. Mais bon, ça pourrait être pire, non? Ça, c'est un peu vite dit, quoi. Parce que les profs du camp sont pas non plus hyper contents de donner des cours à des gamins qu'ils détestent. Et c'est pour ça qu'ils n'hésitaient pas à donner des petits noms fleuris aux enfants. Genre l'idiot du 3e rang, le petit gros là-bas, ou même le très sympathique fils de p***. Mais il n'y a pas que la violence verbale à Yodok, parce que ça, sinon, en France, on en aurait déjà. Il y a aussi la violence physique. Dans son livre, l'auteur explique que chaque professeur a sa petite technique fétiche pour s'en prendre aux élèves. Quand certains utilisent la bonne vieille méthode de passage à tabac, eh bien d'autres adorent humilier les enfants en leur disant de se mettre à 4 pattes et d'imiter un chien. Il raconte aussi que l'une des formes les plus courantes de punition à l'école était de devoir nettoyer les latrines. Et généralement, c'était les retardataires qui s'y collaient. Et ce, même si t'avais une bonne excuse du genre pardon, ma mère est morte ce matin. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'enfants qui avaient besoin d'être punis, parce qu'ils étaient tous sages, on va dire, c'est pas grave, on en choisissait un au hasard. Et ça, c'est juste la matinée à l'école. Mais la journée est loin d'être finie dans un camp de concentration. Après les cours, les enfants doivent aussi travailler comme les adultes, et ce, pendant des heures entières. Entre les conditions de vie désastreuses, la maltraitance des gardiens, le manque de nourriture et les maladies, l'espérance de vie y est plus que réduite. Bref, on dirait quand même une mauvaise version de Squid Game. Sauf que là, du coup, c'est la vraie vie. Mais elle date de quand, cette histoire? Techniquement, quand l'auteur découvre Yodok pour la première fois. Et on était en 1977, donc il y a 45 ans. Mais elle aurait très bien pu se passer aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle. Parce que oui, du coup, les camps sont toujours actifs en Corée du Nord. Et ce n'est malheureusement pas le seul endroit dans le monde où l'on enferme des gens sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme la politique au pouvoir. Vous imaginez bien. Reste à savoir ce que nous réserve la première place de ce classement. Number 1. Et nous voilà maintenant dans le haut du panier. Et d'ailleurs, si vous vous êtes demandé quelle pouvait être la pire école du monde, vous êtes déjà peut-être tombé sur la Elhan School, une horrible école américaine où il s'est passé tout un tas de trucs glauques. Bon, le truc c'est que elle est très souvent citée, donc on n'en parlera pas ici. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la vidéo de Feldup sur le sujet. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé une autre école américaine tout aussi dégueulasse, qui pratique elle aussi la maltraitance. Plutôt sympa, Non. Bien, l'histoire commence en 1900 dans la petite ville de Marianne, dans l'état de Floride aux États-Unis. Et dès sa création, la Arthur J. Dozer School inculque la rigueur et la discipline en devenant l'un des plus grands centres de redressement de jeunes garçons du pays. J'imagine que ça devait être de sacrés délinquants pour qu'ils soient envoyés là-bas. Pas tant que ça, c'est surtout des gosses paumés qui sèchent les cours ou qui fument de gros ouinges, quoi. Bref, on n'était pas non plus sur le profil du tueur en série. Sauf que à la Dozer School, on ne rigole pas avec l'autorité. Et pour que ça file droit, les éducateurs n'hésitaient pas à donner de leur personne. Entendez par là que la violence est quotidienne pour ces enfants qui se font régulièrement frapper, insulter, humilier, voire même tuer. Bref, un petit bonheur au quotidien.
c'est non. Et certains coups que les enfants recevaient étaient tellement forts que les sous-vêtements des victimes pouvaient littéralement s'incruster dans la peau. Ils pouvaient même tomber dans les pommes. Un ancien étudiant, par exemple, a avoué avoir été puni 11 fois en recevant au total plus de 250 coups de fouet. Il existait d'ailleurs un endroit qu'on appelait la Maison Blanche et où on enfermait les gamins un peu trop coriaces. Enfermés parfois pendant plusieurs semaines, les enfants étaient ligotés, frappés, attachés aux barreaux de leur lit, à la merci de leur éducateur devenu bourreau. De nombreux témoignages évoquent l'odeur de sueur et de whisky, le froid glacial, les traces de sang séchées sur les murs et les oreillers, et surtout, la présence d'un gros ventilateur industriel qui camouflait les cris des victimes à la nuit tombée. Et d'ailleurs dans le genre de salle thématique assez insolite, pour ne pas dire plus, où on te fait subir des horreurs, il y avait aussi la salle des viols. Donc oui, c'était une salle où il y avait des agressions sexuelles et où il y avait des gardes qui abusaient des élèves, parfois âgés à peine de 9 ans. Et du coup, dans un rapport publié en 2010 par le ministère américain de la Justice, à peu près 11% des garçons interrogés ont déclaré qu'ils avaient été victimes d'attouchements ou d'agressions lors de leur passage à la Dozer School. And there were several boys raped, and if anything we spoke out about, we went to the White House. Et d'ailleurs, on soupçonne aussi que certains membres du personnel ont lancé un petit trafic en prêtant des élèves en échange d'argent. Non, mais c'est pas possible. Personne n'a rien vu de ce qui se passait là-bas? Le truc, c'est que le gouverneur de Floride avait des doutes, mais il n'y avait aucune preuve concrète qu'il se passait quelque chose là-bas. Juste de simples rumeurs. Bon, après, il y avait quand même quelques indices, vu que on a découvert près d'une trentaine de croix dans le petit bois à côté de l'école. Et là, quand on a un cimetière à côté de l'école, ça sent plutôt mauvais sur ce qui pouvait se passer avec certains élèves. Et il faudra aussi attendre que d'anciens pensionnaires créent la White House Boys, qui est un collectif de plus de 400 hommes qui ont publiquement raconté les différents abus et tortures subies pendant leur scolarité pour que les choses bougent un peu. Parce qu'après plusieurs enquêtes, c'est en 2011 que l'école ferme enfin ses portes. Après plus de 111 ans de terreur entre ses murs. Alors que, quand même c'est paradoxal, cette école était censée redresser les élèves, que ce soit des bonnes personnes. Aujourd'hui encore, la Arthur Dozer School continue de faire parler d'elle. En 2017, la Floride s'est publiquement excusée de son inactivité face à toutes ces violences. Et en 2021, un projet de loi a été proposé pour que les victimes puissent porter plainte contre l'école, même si elle a fermé depuis. Après, à voir si ça pourra aider à apaiser le cœur des victimes de cette école de l'enfer. Et bien voilà la poiscaille, j'espère que ce petit tour d'horizon d'école vraiment hardcore vous aura intéressé. D'ailleurs, est-ce que ça vous a réconcilié avec votre scolarité? Ah ça me ferait presque regretter mes cours de techno, tiens. Tant mieux. En tout cas, si l'école est encore trop associée à un système d'apprentissage qui ne convient pas à tout le monde, moi le premier, je n'aimais pas l'école et comment ils enseignaient aux gamins. Je sais pas, j'étais vraiment à l'ouest à chaque fois. Ça reste quand même une étape essentielle dans la vie d'un gamin. C'est là où on découvre ses passions, où on rencontre des gens cool, où on apprend la vie aussi en société, où on peut peut-être s'affirmer aussi pour la première fois. Bref, où on apprend la vie. Mais pour que l'école devienne vraiment l'idéal qu'on pourrait lui connaître, elle a encore beaucoup de chemin à parcourir.